conditions biologiques ou génétiques de caractère atavique, etc. Bon. Donc Foucault souligne à juste titre que c'est essentiellement la psychiatrie du XIXe siècle qui en est la matrice. Il est dit surtout dans ses œuvres à leur mot, mais je trouve que c'est très très précieux ça. Et il m'a semblé que cette notion d'une tare héréditaire ou d'un atavisme, etc., qui réapparaît dans la psychiatrie, s'enracine dans des choses beaucoup plus anciennes, des choses très très anciennes, dont Foucault ne parle pas, mais après tout il n'a pas à en parler, puisque il exclut de son travail du Moyen-Âge, je crois qu'il y a très très peu de choses sur cette période-là, dont il a vécu longtemps, qu'il aurait pu traverser cette période. Alors oui, transmission héréditaire, la famille étendue, la lignée, oui. Il y a comme l'idée d'une transmission, d'une souillure par le contact, qui est très très importante. Alors, mais c'est aussi lié au fond de sociabilité, sur il y a quand même des proximités extrêmement fortes. C'est vraiment une question, mais oui, je ne sais pas si on peut désarticuler les représentations, les représentations collectives, de concrètement de l'organisation de la famille, de l'organisation de la société. Il y a un fait intéressant, bon là je ne peux pas répondre trop longuement, mais il y a un fait très intéressant, c'est les tableaux de cagots. On parle très peu, il y a très peu d'études là-dessus, mais c'est ce qu'on a pensé à désigner dans le XIIIe, XIVe siècle comme des lépreux blancs, c'est-à-dire des lépreux invisibles, des gens qui n'ont pas les stigmates de la lèpre, mais qui néanmoins porteraient la lèpre en eux, et donc ils seraient ladres ils sont ladres dans le dedans, disaient les médecins, et donc seraient horriblement contagieux. Et dans tout le sud-ouest de la France et le nord de l'Espagne, ils vont être discriminés, soumis à pas de persécution, mais à des discriminations, à des exclusions, des rélégations extrêmement violentes, qui perdure d'ailleurs jusqu'au XXe siècle. J'ai découvert avec stupeur que vers 1950-60, il y avait encore des hameaux de Agotes dans le nord de la Navarre. C'est tout à fait étonnant. Donc c'est un dispositif d'exclusion qui perdure pendant 5 siècles, mais sur fond de contagion. Alors il y a des sociologues qui ont dit oui, effectivement, ça s'ancre dans le mode d'héritage propre à cette région-là. C'est un mode d'héritage qui peut exclure, par éviter le partage des parcelles, et donc à tout le droit d'élève absolu. Et donc ça crée des marginaux, et donc c'est des sociétés qui produisaient à partir du XIIIe, XIVe siècle une marginalité, et qui cherchaient un dispositif surgit pour essayer d'expliquer pourquoi ces gens-là sont relégués, et on invente la contagion de la lèpre. Voilà, c'est intéressant. Effectivement, là où ce droit d'élève absolu n'est pas pratiqué, les cagots n'apparaissent pas. Ils disparaissent très vite. Donc c'est dans ce sens-là. Mais quand même, bon, dans cette idée que les cagots peuvent contaminer les gens par leur haleine, par leur ombre, comme les Paris-Indiens, qu'ils désirent grandement le coït, comme les lépreux, et donc les dangereux violeurs qui transmettent la maladie par la sexualité, comme tous les fantasmes des pédophiles et le sida, etc. Bon, c'est des choses bien connues. D'autres choses aussi, enfin, les juifs, les noirs, toujours les jouisseurs freinés, les jouissances innocentes. Là, ça relève plus de problèmes de transmission imagière. Ça relève de vieux chèques qui sont vraiment psychologiques, qui renvoient des contagions par injure, de jouissances abjectes, et donc il faut articuler les deux. Donc moi je ne satisferais pas d'analyse simplement sociologique. Non, bien sûr, mais en plus, finalement, si ça ne module pas ces représentations en donnant une figure très particulière. Donc c'est raison, mais moi je me suis attaché surtout à la persistance des chaînes. Aussi parce que Foucault en parle peu, et lorsqu'il en parle, la persistance de l'antise à l'être, ça apparaît vraiment comme quelque chose de très très bizarre qui contredit son discontinuisme fondamental. Mais l'intelligence et la force, c'est ça qu'on connaît un grand auteur, d'admettre un fait qui semble contredire sa propre problématique. Bon, il y avait d'autres questions. Oui, Roberto, peut-être. J'ai quelques questions, quelques remarques peut-être, mais c'est vraiment des réflexions à faire au pouvoir, donc c'est vraiment pour discuter. Si je comprends bien votre propos, surtout vos conclusions, si j'ai bien compris, donc on pourrait pratiquement résumer en disant, donc je vous pose premièrement cette question, que la persécution pour vous, ça serait le dernier mot du politique ou du pouvoir, c'est-à-dire dans des cas vraiment extrêmes, le souverain réagit avec l'extermination, avec la persécution. Est-ce que j'ai bien compris la partie finale de votre propos? Ensuite, je voudrais aussi avancer des hypothèses et des doutes. C'est-à-dire, d'une part, bon, ça vraiment, soit dit entre parenthèses, je dirais que la biopolitique, même si c'est le seuil de la modernité dans le propos de Foucault, d'une certaine manière, elle est inscrite aussi, je crois, à l'intérieur d'une trajectoire qui est une trajectoire aussi théologico-politique. Je dirais que, d'une certaine manière, on pourrait retracer, comme Foucault le fait par ailleurs,
la généalogie de la biopolitique en regardant le pouvoir pastoral aussi, d'une certaine manière. Alors là, il y a des liens aussi possibles, même avec la pensée de Schmitt. Mais à propos de Schmitt que vous avez cité, je dirais que là, il y a peut-être un point important, c'est que je crois que Foucault développe justement une analyse qui, si bien elle a des liens de contact, comme je viens de dire, avec Schmitt, mais c'est vraiment une analyse anti-schmittienne. Et surtout par rapport à un point qui me semble en particulier important ici, et c'est la question de l'exception, qui joue un rôle fondamental dans la pensée de Schmitt, alors que pour Foucault, il me semble, et ça pourrait aussi expliquer, mais c'est vraiment une hypothèse ou un doute, pourrait expliquer aussi d'une certaine manière le silence de Foucault sur l'extermination, l'anéantissement, etc., etc., c'est que Foucault, il me semble, essaye d'analyser des phénomènes qui ont à faire avec la norme, avec la règle, avec des normalisations. Alors que l'exception, ça serait quelque chose à part. Je prends par exemple l'exemple, pardon, le jeu des mots, d'insécurité, territoire et population. Foucault se réfère par exemple au phénomène du coup d'État qui, dans l'analyse de Schmitt, serait vraiment l'exception. Mais il l'analyse comme une technologie de gouvernement, parce que ce qui intéresse Foucault, c'est toujours comme des mécanismes sont mis en place, d'une certaine manière. Alors, le doute que je voudrais introduire, je trouve très intéressant cette idée de discuter autour du dispositif des persécutions, mais il me semble que dans le mot persécution, peut-être que je me trompe, il y a une dimension quand même qui le ramène plutôt du côté d'une volonté qui agit. Alors, ce n'est pas du tout pour nier l'efficacité de la persécution ou l'existence de la persécution, pas du tout ça. Mais est-ce qu'on peut parler vraiment des persécutions en rendant ces concepts en dispositif? Ou bien les persécutions seraient plutôt un effet collatéral, d'une certaine manière, d'autres mécanismes de pouvoir, parce que dans la dimension du dispositif pour Foucault, justement, il n'y a pas uniquement la question d'une volonté, mais la question d'un réseau de différents éléments qui viennent jouer un rôle et vont constituer une réalité. Alors, je me demande si effectivement on peut aller jusqu'au point où on dit il y a des dispositifs de persécution. Voilà. Oui, c'est vraiment des questions qui vont au fond. Oui, sur le pouvoir pastoral, effectivement, c'est un point très très important, mais enfin, il faudrait beaucoup de temps pour en discuter. Il faut se demander dans quelle mesure le pouvoir pastoral est déjà biopolitique au sens que nous entendons, parce qu'il insiste aussi à plusieurs reprises, c'est en ça qu'Agamben certifie délibérément la thèse de Foucault. Foucault, c'est très clairement un mécanisme qui se constitue au XVIIIe siècle et se déploie au XIXe pour identifier un processus de longue durée qui est montré à l'aube des temps. C'est perdre quelque chose de la pertinence du concept, me semble-t-il. Sur exception énorme, je n'ai pas le temps de répondre. Oui, je vois ce que vous voulez dire, la persécution comme volonté piagiste, c'est comme effet d'une décision. Effectivement, dans la mesure où, en toute persécution, semble-t-il, la souveraineté est en jeu, il y a une décision de type schmittien, à un moment donné, clairement, quelqu'un qui est un souverain, quelque chose de souveraine, déclare la guerre à, par exemple, le fameux marteau des sorcières que j'évoquais met en préface une bulle du pape, la bulle Summi Desiderantes du pape Innocent, c'est 1804, sauf erreur. C'est toute une série de papes innocents qui ont pavé le chemin de chez sorcières, c'est assez étonnant, en 1920. Donc c'est le pape Innocent déclare la guerre à la nouvelle hérésie des sorcières, qui se répand partout. Il donne plein pouvoir aux inquisiteurs d'Allemagne, Sprenger-Inquisitoriste, pour traquer ces hérétiques, etc. Donc c'est vraiment une déclaration de guerre. Et c'est le cas de toute une série d'édits royaux, de l'année 1802 notamment, un siècle plus tard, les relances de la persécution dans les Flandres. Donc quelque chose qui est genre de la décision et bon, c'est aussi la conférence de Wannsee, c'est le fameux télégramme du gouvernement jeune turc en 1916, et c'est les appels au meurtre des Tutsis dont on parlait tout récemment, ces jours-ci, quand même, le 20e anniversaire. Mais bon, il me semble quand même que cette décision souveraine ne pourrait
pas être suivi d'effet, il ne faut pas avoir été dévastateur, s'il n'était pas relayé par des gens, par une masse. Parfois, c'est le peuple tout entier, enfin, une masse très importante de la population, génocide de proximité, le cas du Rwanda est un des plus effrayants. Parfois, ce sont des milices spécialisées ou des institutions plus spécialisées, mais il faut quand même qu'il y ait un appui populaire. Aucune prétendue sorcière n'aurait pu être ramée dans les tribunaux, torturée et emmenée au bûcher, s'il n'y avait pas eu des gens pour la dénoncer. Des gens qui sont effectivement, là pour le coup, des proches, des voisins. C'est le voisin, c'est la fille qui dénonce sa mère, c'est le frère qui dénonce sa sœur, ou le père qui dénonce ses enfants, etc., etc. Donc il y a aussi une dimension de proximité au sens très lourd du terme, et très effrayant. Et donc il faut que quelque part les gens y croient. Les gens y croient et soient prêts à relayer l'ordre qui a été lancé, à le relayer activement. Autrement, l'ordre, la décision ne prendrait pas. Ça, c'est la limite aussi d'un point de vue chimicien. Effectivement, il faut articuler la verticale du pouvoir au réseau horizontal. Sinon, la pure décision, le pur décret, lorsqu'il n'est pas relayé, ne fonctionne pas, il fonctionne à vide. Mais bon, les humeurs tristes et haineuses des masses, à mon avis, ne peuvent pas se cristalliser en persécution au sens massif, programmé et durable, si elles ne sont pas soutenues par un appareil de pouvoir. Dans le mur des cas, enfin, le pire, c'est un pogrom, un achat, et ça retombe. Donc il faut penser à l'articulation des deux. Alors oui, volonté qui agit. Il y a une décision, cette décision est relayée par un dispositif. Nous, la difficulté qu'on a, et ça nourrit tous les révisionnismes présents, passés et à venir, je pense notamment au niveau des Arméniens, et pas seulement, aussi du Rwanda, et aussi, tout génocide, on a vu ça au XXe siècle, engendre son révisionnisme, et le révisionnisme dit toujours, bon, mais non, montrez-moi la décision, montrez-moi le télégramme, montrez-moi l'ordre écrit, on ne trouverait pas, donc il n'y a pas eu génocide. Et effectivement, c'est très difficile de localiser le moment de la décision, parce qu'il est enveloppé par un dispositif. C'est-à-dire par toute une série de croyances répercutées par des médias, par toute une série de milices qui se mettent en place, par toute une série d'actes limites qui se généralisent. On voit très bien le rôle qu'a joué la radio des Mille Collines au Rwanda, plusieurs mois déjà avant que l'ordre de massacre soit donné, enfin, s'il a été donné officiellement, on ne sait pas. On voit très bien comment ça vient très très loin, par la production de discours discriminants, de stigmatisation, de répétition générale de génocide, etc. Donc voilà, il faut articuler les deux. Et donc je maintiens qu'on peut penser un dispositif de persécution. Un dispositif dans la persécution ne serait pas uniquement un effet collatéral, comme vous l'avez dit, ou un point de crise, mais un dispositif qui aurait pour but la persécution. Bon. Et du coup aussi, je ne dirais pas que la persécution est le dernier mot du politique. C'est précisément la thèse que je reprochais à Gambel de défendre. Mais Foucault n'en est pas très loin. Cette phrase, je trouve malheureuse. Le génocide comme rêve des pouvoirs modernes, de tous les pouvoirs modernes. Ça, je trouve qu'il y a un emballement de Foucault. On ne peut pas sortir de cette phrase. Mais la souveraineté en crise, oui. La souveraineté en crise peut choisir pour se refonder, de faire appel à ce genre de dispositif. Et c'est dans ce contexte-là que ça opère, me semble-t-il. Il y avait une question de Patrick, une question de Geoffroy. Voilà. Et de Madeleine, et après il faut arrêter parce que si on veut faire la pause, on ne peut pas dépasser. Ah, Germain avec nous. Voilà, regroupons les questions pour une appel à l'heure.